Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour le deuxième épisode de ma rencontre avec Timothée Guillotin, éditeur, responsable et créateur des éditions Novice, dont nous allons parler maintenant, après avoir, dans un premier épisode, fait le tour des débuts de Timothée Guillotin au théâtre, puis comme attaché de presse dans l'édition, plus particulièrement aux éditions du Cherche Midi, que donc, Timothée, vous quittez un beau jour. Dans quelles circonstances et avec quelle idée derrière la tête ? En étant attaché de presse pour les éditions du Cherche Midi, comme je vous le disais dans le précédent épisode, pour une agence qui travaillait pour les éditions du Cherche Midi, je m'intéressais beaucoup à l'ensemble de la chaîne et pas uniquement à la partie service de presse qui peut être un peu isolée finalement. Pour vos éditeurs, j'identifie 3 grands départements au sein d'une maison: l'édito, la fabrication et puis la promotion. Bon, on y reviendra peut-être, mais il y a plein de métiers dans chacun de ces départements. Donc j'allais voir un peu comment travaillaient les uns les autres. J'avais la chance de pouvoir voir aussi plusieurs maisons, puisque l'agence travaillait pour plusieurs autres maisons d'édition. Et assez vite, j'ai commencé à partager avec Philippe Héraclès, le patron du Cherche Midi, de manière tout à fait informelle, et puis avec d'autres, mes idées, mes intuitions sur ce que devait être une maison d'édition un peu moderne, entre guillemets. C'était des choses très, très basiques sur les méthodes de travail, sur la philosophie, l'image de marque, etc. Et il y a une personne qui s'appelle Pascal Grégoire, qui vient de la pub, qui est un grand publicitaire, qui avait publié un roman au Cherche Midi, roman sur lequel j'avais travaillé, dont j'avais assuré la promotion, qui lui trouvait l'édition, qui découvrait finalement, il trouvait que c'était un univers formidable, mais il partageait mes réflexions en disant il y a peut-être quelques éléments à moderniser, et il me disait: Timothée, tu ne pourras réformer une boîte comme le Cherche Midi ou une autre, c'est impossible. Trop grand, trop gros, trop installé. Il me disait: si vraiment tu veux appliquer les principes auquel tu as l'air de croire, fais-le toi-même. Il avait eu cette phrase en disant tu seras jamais aussi précis dans ton travail que si c'est toi qui crée tout de A à Z. Bon, à l'époque, j'ai 23 ans ou 24 ans. Ça me paraît un peu dingue. Il me propose de créer une maison d'édition. Et en fait, lui, qui avait été entrepreneur dans la pub, me dit tu sais, on peut regarder ensemble, on met sur une feuille ce que tu sais faire, ce que tu as, et puis ce que tu sais pas faire, et ce qui te manque, et puis on voit comment on peut combler les manques et les carences. Et on a travaillé de manière un peu informelle au départ, en discutant, puis on a regardé un petit peu qui on pouvait emmener dans ce projet avec nous pour être complémentaires. Et puis, tout au long de l'année 2018, ça s'est fait comme ça. Je démissionne de l'agence dans laquelle je travaillais. Je quitte l'agence dans laquelle je travaillais au mois d'août. Après un échec, j'avais été sollicité pour entrer dans une autre maison d'édition, un super poste, et puis ça s'était pas fait au dernier moment. Et je me dis, je continue à avancer avec Pascal sur ce projet. C'était vraiment des discussions au départ. Et puis à un moment, on décide d'accélérer. Et on commence à mettre des pierres et à créer le début de cette entreprise. Donc là, on est au cours de l'année 2019. En parallèle, je faisais quelques missions d'attaché de presse toujours pour gagner ma vie. Et puis petit à petit, ça s'est construit. On a trouvé des partenaires, on a commencé à lancer des projets, on a créé une marque. Jusque 2020, où on lance réellement la maison. Avec la pandémie de Covid, on perd quelques mois. On repousse la sortie des premiers livres qui étaient prévus initialement en septembre 2020. On repousse à janvier 2021, ce qui était plutôt une très bonne chose, parce que ça m'a laissé du temps pour réfléchir, lancer des projets, affiner ma vision. C'est très intéressant. Moi, j'avais aucune formation entrepreneuriale, donc il fallait tout apprendre, partir d'une page blanche. J'ai assez vite construit une espèce de trajectoire avec 3 cycles de 3 ans, trajectoire qui a été complètement balayée ensuite, mais dont j'ai gardé quand même quelques idées, des étapes à franchir pour installer une maison d'édition dans le paysage. Ça a été le début d'une aventure entrepreneuriale.
qui nous a mené donc à sortir le premier livre en janvier 2021. Vous cherchez des partenaires pendant une certaine période. Qu'est-ce que vous leur dites? Voulez-vous me convaincre d'être votre coactionnaire ou il s'agit d'argent évidemment, il ne s'agit pas simplement d'argent et de sympathie intellectuelle, mais qu'est-ce que vous me dites pour me convaincre? Quelle maison d'édition présentez-vous? Deux choses, mais je vais évidemment vous répondre. Il ne s'agit pas que d'argent, parce qu'en réalité, on n'avait pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer. Ça se chiffre en quelques dizaines de milliers d'euros, mais plutôt 2 ou 3 que 8 ou 9. Là où j'ai eu plus de mal, c'est trouver par exemple un diffuseur-distributeur. Ça a été compliqué. Deuxième chose, c'est pas très compliqué de convaincre quelqu'un de suivre une aventure comme la création d'une maison d'édition, tout simplement parce qu'en fait les gens adorent le livre et adorent l'édition. Si le projet en plus est intéressant, cohérent, intelligent, j'ai eu la chance d'avoir eu le temps de le travailler. J'ai pas trouvé ça si difficile. Mais alors, comment le présentez-vous, le projet, justement? On est parti du principe qu'il fallait une maison d'édition ouverte, tournée vers les autres, grand public, généraliste, qui associait l'édition, l'événementiel, la communication. On s'est dit qu'on allait créer, pour se substituer au comité de lecture traditionnel, un concours d'écriture, le prix du roman non publié, qui a été le premier événement qu'on a lancé. Là, on s'est rapproché, par exemple, des espaces culturels Leclerc de Normandie au départ, qui nous ont fourni des libraires pour constituer le jury. Le prix du roman non publié, c'est très simple, hein, c'est le concours d'écriture de la deuxième chance. J'avais constaté en travaillant dans l'édition qu'il y a énormément de gens qui écrivent. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Ça allait du fils de ma gardienne d'immeuble qui avait écrit un manuscrit à un ami de mes parents qui un jour est arrivé manuscrit à la main chez moi parce qu'il savait que j'y étais pour quelques jours. Donc c'est très varié. Il y a pas un profil. Enfin, le profil sociologique est assez de l'écrivain est assez difficile à définir. Beaucoup de gens écrivent. Je vous l'ai dit dans le premier épisode, mais ils sont souvent très frustrés de leur rapport aux maisons d'édition, puisque quand ils décident de leur envoyer un manuscrit, ils se sentent complètement déconsidérés. En plus, on pourra y revenir, il y a quand même pas mal d'arnaques. Et c'est un point, il y a des gens qui profitent de ça. Il faut lutter contre ça. Vous dire, pour en profiter comment? C'est des intermédiaires qui... Si vous voulez, il y a 3 types de formats d'édition. L'édition à compte d'éditeur, c'est ce que je fais et ce que les maisons que vous connaissez font. L'édition à compte d'auteur, où l'auteur participe à la création de son livre et à la publication de son livre. Et l'auto-édition. L'auto-édition, c'est vous payez pour être publié, vous payez un service. Les 3 sont très bien. Certains éditeurs à compte d'auteur déguisent leur maison d'édition en une maison d'édition à compte d'éditeur. C'est-à-dire qu'ils disent à l'auteur, formidable, on publie votre livre. En revanche, il faudra acheter une centaine d'exemplaires. En revanche, si vous voulez un service d'attaché de presse, vous allez payer 2 000 €. Si vous voulez une campagne de communication sur les réseaux sociaux, vous allez payer aussi. Et c'est cette édition à compte d'auteur déguisée en édition à compte d'éditeur, c'est un peu compliqué, qui, pour moi, est une arnaque absolue. On vend un projet aux gens, et j'ai eu des multiples témoignages là-dessus, qui n'est pas du tout la réalité. Il n'y a pas de travail de fond. Enfin, moi, je le vois, pour faire exister un livre, c'est un travail énorme. Il y a une vingtaine de personnes qui travaillent, que ce soit sur la fabrication, enfin l'édito, la fabrication, la promotion, plein de métiers différents. Nous, 10 livres par an, on n'a pas le choix que de défendre les livres à fond pour qu'ils fonctionnent. Enfin, c'est une question de vie ou de mort. L'éditeur a... Un jour, j'ai fait une émission de radio avec un confrère. Et puis, le présentateur le présente et dit vous fêtez vos 6 ans, en parlant à mon confrère, et le 3000e livre publié dans votre maison. En fait, le modèle économique de cette maison d'édition, c'était de prendre les 1000 ou 2000 € que vous allez lui filer pour publier votre livre, et puis après, basta. Sauf que si c'est clair, moi, ça me pose aucun problème.
Si on dit, bah, en gros, vous allez avoir 100 exemplaires, c'est super, mais il n'y aura pas de travail de diffusion, pas de travail de distribution, pas de promotion, moi, ça me va. Mais si on dit aux gens, c'est un modèle classique, ça fonctionne, vous allez avoir des équipes, ça ne va pas. C'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment des arnaques et ça crée de la suspicion. Oui, simplement, la prospérité de ces maisons montre ce que vous disiez précédemment, c'est-à-dire à quel point il existe dans la société française des gens qui désirent être édités. Mais bien sûr. T'as raison, mais ils désirent être édités. Au fond, c'est une forme de reconnaissance, enfin, sociale. Pas faire la psychanalyse du candidat à l'édition, mais donc vous ne voulez pas de ce modèle, vous voulez être un éditeur qui édite, c'est-à-dire qui travaille avec son auteur, et puis ensuite qui travaille pour faire connaître le résultat. Comment vous y prenez-vous au début? Quels sont les premiers livres que vous avez publiés? Qui étaient les auteurs? Comment est-ce qu'ils vous sont arrivés? Si ça vous va, je reviens sur le prix du roman non publié, juste pour vous expliquer ce qu'on a voulu faire. Donc j'avais constaté qu'il y avait beaucoup de gens qui écrivaient, qui avaient une espèce de sentiment de déconsidération par rapport au monde de l'édition. Et en parallèle, j'avais constaté que beaucoup d'auteurs, y compris à succès, avaient commencé leur carrière par voir leurs manuscrits refusés. Et parfois les manuscrits qui auraient du succès ensuite. Bon, il y a plein de cas dans l'histoire littéraire, de Proust, c'est très connu, J.K. Rowling. Et donc je me suis dit, il y a quand même un truc à faire là. On va créer un concours, on va dire aux gens, envoyez-nous vos manuscrits. On va fouiller à travers, vos manuscrits refusés, j'entends. On va fouiller à travers tous ces manuscrits et on va trouver les perles que les éditeurs traditionnels auraient manquées. Pour ça, pour assurer une forme de crédibilité à ce texte refusé puis publié, on a mis des libraires qui sont des professionnels du livre dans le jury. C'est comme ça qu'on s'est associé avec les espaces culturels Leclerc de Normandie. Et en plus, on s'est dit, tiens, quand le livre sortira, ces libraires sont très contents de le défendre. Ce qui était une façon d'assurer une promotion un peu supérieure. Parce que, si vous voulez, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que vous disiez tout à l'heure, les gens ont envie d'être publiés. Je suis tout à fait d'accord. Parfois, ils ont plus envie d'être publiés que d'écrire réellement. Il faut aussi s'interroger là-dessus. Mais être publié, c'est que le premier round. Je disais souvent, c'est comme gagner l'élection présidentielle. C'est-à-dire que ça paraît très très dur, mais en fait, quand vous avez gagné, ça commence maintenant. Eh bien, être publié, c'est très très dur, mais la partie n'est pas gagnée. Il y a tellement de livres publiés, même par des très bons éditeurs, qui restent dans un anonymat total, qui font pas un salon, pas une signature, pas un média. Donc, il faut une structure derrière, et c'est pour ça que je vous parlais d'édition à compte d'auteur, et que je disais, si on a des grandes ambitions pour son texte, il ne faut pas y aller, tout comme dans l'auto-édition. Parce que alors vous allez toujours me trouver un contre-exemple d'un livre. Non, mais laissons l'édition à compte d'auteur de côté pour nous concentrer justement sur le système que vous avez mis en place et qui je crois permet de comprendre assez bien les débuts de votre maison, c'est-à-dire l'association avec les libraires à travers les centres culturels Leclerc, qui permet à la fois, si j'ai bien compris, d'écrémer ces manuscrits non publiés et en même temps de s'assurer que ceux qui seront écrémés bénéficieront d'un soutien important qui est le soutien des libraires. C'est là où vous avez trouvé vos premiers manuscrits, c'est là où vous avez publié vos premiers livres? Tout à fait. Donc on a créé le prix du roman non publié, le process s'est mis en route. Assez vite, on a eu une communauté d'apprentis auteurs qui se sont rapprochés de la maison. J'avais en tête encore une fois, de faire une maison d'édition ouverte, un lieu, une marque connue, entre guillemets, de ses lecteurs. Il y a trop de maisons d'édition qui sont anonymes. Enfin, c'est pas possible. Il faut qu'on ait une identité forte, une marque forte. Quand vous prenez Netflix, par exemple, quelle que soit la série que Netflix diffuse, la star, c'est Netflix. Moi, j'aime les créations originales Canal+. J'aime la façon dont elles sont faites. Quand ils en sortent une, je la regarde et 8 fois sur 10, parce qu'il y a une ADN, parce qu'il y a un style, j'aime la création originale Canal+. Je pense j'essaie de faire la même chose, c'est-à-dire dire, voilà, c'est un lieu, on s'appelle Novice, on va travailler sur la deuxième chance, les premiers romans. Assez vite, on s'est mis à faire des livres pour cette communauté d'apprentis auteurs qui étaient en demande de conseils, d'accompagnement. Le premier livre qu'on publie, Le Grand Roman de l'écriture, c'est un recueil de 40 auteurs qui nous racontent comment ils travaillent, de l'inspiration à la publication en passant par toutes les étapes. Rédaction, relecture, choix du titre, relation à l'éditeur. On
on se dit, il y a des guides sur l'écriture qui existent, mais à chaque fois, c'est un auteur qui donne une méthode. Nous, on pense qu'il n'y a pas une méthode. On pense juste qu'il y a quelques astuces, conseils, méthodes qui peuvent aider à progresser sensiblement. J'ai demandé à Pierre Ménard, qui est un de mes amis et que j'avais rencontré au Cherche Midi, qui est auteur. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me raconter dans un livre, dans une espèce de gros guide, avec des respirations, comment les auteurs travaillent, comment les auteurs à succès travaillent. Il a regardé dans les autobiographies, dans les correspondances des classiques, il est allé interroger des contemporains, et on a fait ce gros guide qu'on a proposé à tous les gens qui nous avaient connus grâce au prix du roman non publié. Et ils étaient contents, ils ont trouvé là un conseil pour bâtir leur plan, un conseil pour rédiger leur lettre d'intention, quelques petites anecdotes un petit peu amusantes sur le monde de l'édition. C'est le premier livre qu'on a sorti, ça s'appelle Le Grand Roman de l'écriture. On l'a jamais passé en poche, on le vend encore. Il mériterait maintenant d'être mis à jour peut-être. On le fera sans doute quand Pierre Ménard aura le temps. Il faudra en effet que vous le mettiez à jour avec les récits de vos propres auteurs. Oui, ou avec de nouveaux auteurs. Mais pour rester dans cet exemple-là, combien d'exemplaires vendus? Il faudrait que je regarde. Alors, en cumulé... grosso modo, c'est plutôt 5 000, 50 000, 500 000. On doit être autour de 3 500. 3500, on en a fait une déclinaison en carnet de méthode avec une super maison qui s'appelle 23h59 éditions. Donc on a fait la même chose, c'est vraiment le fond est identique, mais c'est interactif entre guillemets, c'est-à-dire que les gens, c'est un carnet de méthode avec des quiz, avec des exercices, etc. Je crois si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a plus de 1500 exemplaires vendus, donc en tout on doit être autour de 5000 des deux déclinaisons. D'accord. Alors, Timothée Guillotin, on va marquer un autre temps d'arrêt pour, dans un troisième épisode, en venir au genre de livres qui vous ont été proposés à partir du moment où vous avez commencé à exister à travers ce prix du roman non publié. Mais pour le moment, quittons-nous et retrouvons-nous sous peu.